Merci beaucoup. Merci au comité pour m'avoir invité. C'est vraiment un honneur et un privilège pour moi. Donc, moi, je suis un neurologue général, clinicien depuis un peu plus de 25 ans maintenant, qui ne nous rajeunit pas, mais avec un intérêt particulier en migraine. Je pense que tout neurologue général doit avoir une pointe d'intérêt en migraine, parce que pas sans savoir que c'est la grande majorité des consultations qu'on reçoit sur une base externe. Mais je fais aussi de l'urgence, donc on voit des status migraineux. Alors, je vais essayer de vous faire profiter un peu de mon expérience de clinicien. Et puis, je donne aussi des conférences pour les médecins de famille sur la migraine alors, depuis très longtemps, avec justement mon collègue et ami Dr Rivet qui va me suivre dans les prochaines minutes. Donc, je vous fais part de mes conflits d'intérêts potentiels, donc où j'ai été conférencier invité, j'ai reçu des honoraires pour des comités consultatifs aussi pour les compagnies que vous voyez ici. Il y en a qui sont impliqués dans la migraine, d'autres pas, mais j'ai toujours gardé une indépendance d'esprit depuis le début de ma pratique. Voilà. Alors, les objectifs qui m'ont été suggérés, donc, c'est d'énumérer les préventifs oraux de la migraine et leurs caractéristiques pharmacologiques, présenter le blocage du CGRP comme une avancée dans le traitement de la migraine et résumer l'algorithme usuel du traitement préventif, première et deuxième ligne. Donc, toujours la question, pourquoi les migraineux vont voir leur docteur, que ce soit leur médecin de première ligne ou leur neurologue? Bien, et soit ça fait vraiment mal, hein, donc c'est un problème d'intensité, et ça, c'est Dr Leroux qui nous a entretenus là-dessus, ou ça fait mal trop souvent. Donc, si on a mal à la tête une fois par mois, ils ne vont pas nécessairement consulter, mais quand ça fait 6, 8, 10 jours par mois qu'ils ont mal à la tête, bien, ils vont finir par aller voir leur médecin pour se sortir de ce pétrin. Alors, ils ont une migraine épisodique et ou chronique, donc c'est des définitions qui sont en perpétuel changement, si je pourrais dire. Donc, ça a été défini par la classification internationale des céphalées, qui, je crois que la première date de 1988 et ça a été remis à jour, et la dernière date de 2013. Donc, c'est pas récent et c'est en cours de remise à jour. Donc, on a séparé sur une base plutôt aléatoire la migraine épisodique de la migraine chronique et on a établi le chiffre de 15 jours par mois et plus pour être chronique et moins de 15 jours pour être épisodique. Et dans l'épisodique, bien, on sépare la basse fréquence de la migraine épisodique fréquente ou à haute fréquence de 8 à 14 jours par mois. Les concepts qui ont été établis de façon un peu aléatoire, mais c'est avec ça qu'on travaille maintenant. Donc, la migraine chronique, pour renchérir un peu sur ce que Dr Leroux nous a raconté tout à l'heure, c'est qu'il y a des patients qui ont mal à la tête plus souvent que d'autres. Il y en a qui ont d'emblée une fréquence élevée de maux de tête dès l'adolescence, donc qui ont d'emblée une maladie active. Et il y en a d'autres qui ont une maladie épisodique qui va progresser, un peu comme une maladie progressive. Au fil des années, ils vont voir leur fréquence de migraine augmenter graduellement. Souvent, il va y avoir un élément déclencheur qui va faire, ça va se chroniciser. Donc, la définition, c'est la suivante. C'est donc au moins 15 jours de céphalée par mois depuis 3 mois. Et là-dessus, il y en a 8 jours qui doivent contenir des éléments typiquement migraineux. Il y en a 3, donc les nausées, l'intolérance à la lumière, puis l'intensité de la douleur. Donc, je vous ai mis ici le site web de la classification internationale. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est très utile. C'est pas une application, c'est un site web. Il faut quelques clics, mais ça donne toutes les caractéristiques des différents maux de tête. Hein. Il y en a plus que 200 dans la classification, mais ça peut être très utile pour les médecins et les résidents qui sont en formation. Donc, il y a chez les patients qui ont mal à la tête tous les jours ou presque, on en a parlé un peu tantôt, mais il y a des facteurs aggravants ou d'entretien il faut adresser. Donc, on en a parlé. Les résultats de ce traitement-là ou de ce facteur qu'on va adresser là sont pas toujours prévisibles et parfois décevants. Mais comme c'est pour moi, c'est encore une fois des sine qua non avant de penser à donner des traitements médicamenteux, par exemple. Donc, le coût et les pilules, j'adresse toujours ça chez quelqu'un qui vient, j'ai mal à la tête tous les jours depuis 6 mois, par exemple.
Le coût, c'est complexe. Ah, ici, les petits emojis n'ont pas sorti pareil, mais ça nous dit ce que c'est. Le coût, on en a parlé. Hein, c'est la poule ou c'est l'œuf. Mais je trouve toujours intéressant ce concept de convergence V1, V2, ou plutôt V1, V2 et C1, C2, C3. Donc, comme le dit Dr. Leroux, les nerfs du cou et les nerfs de la face sont connectés avec la même boîte électrique dans le cerveau. C'est-à-dire que des afférences nociceptives qui proviennent du cou vont converger à la même boîte qui gère aussi les afférences qui viennent du visage. Et ça fonctionne dans les deux sens. Donc, vous demanderez à vos migraineux, avez-vous mal dans le cou quand vous avez mal à la tête? La grande majorité vont vous dire oui, hein, ça fait mal à la tête, oui, mais ça descend, trapèze, j'ai mal à l'omoplate aussi. Donc, c'est ça. Et de la même manière, à l'inverse, quelqu'un qui fait 2 migraines par mois a un accident d'auto, traumatisme cervical, puis là, va voir, boum, 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 la fréquence de ces migraines augmenter par la suite. Mais le traitement de la condition cervicale ne donne pas toujours les résultats escomptés et c'est toujours difficile d'évaluer cliniquement la contribution du cou à l'ensemble de l'œuvre. Vous allez avoir votre patient en décubitus dorsale, vous allez aller palper la région postérieure, il grimace, il lève de 6 pouces dans le sol, le cou est certainement à traiter. On l'envoie en physiothérapie, on traite ça, ça ne change rien. Et finalement, c'est quand on traite la migraine que l'ensemble de l'œuvre s'améliore. Mais pour renchérir sur cette belle démonstration neuroanatomique, c'est une vieille étude de 2009 qui a été faite par des anesthésistes en clinique de douleur. Donc, on stimulait nociceptivement les éléments postérieurs, C0, C1, C1, C2, C2, C3, et on descendait ainsi comme ça, et on demandait où ça fait mal. Donc, pour vous donner une idée, quand on stimulait C0, C1, là, donc entre la base du crâne et la première vertèbre cervicale, 85% des gens ont mal dans le front, 70% dans l'œil et 15% dans la région nasale. Et plus vous descendez, ben moins, en fait, le pourcentage diminue est rendu à partir de C3, C4, mais là, on n'est plus dans le noyau spinal du trijumeau, donc les sensations ne sont plus perçues en avant. Donc, c'est un beau concept de douleur référée que je recommande toujours en fait, moi, je le fais dans ma pratique. Je ne peux pas vous dire que ça change nécessairement la vie, mais comme on le disait tout à l'heure, il y a des gens qui vont aller voir l'ostéopathe ou le physiothérapeute et ça va transformer leur vie pour le mieux. Et d'autres que ça ne changera rien, alors on va passer à l'étape suivante. Autre facteur très important à identifier parce qu'on peut avoir un impact, les médicaments. Donc, on en a parlé un peu, la céphalée de surconsommation de médicaments peut entraîner une espèce de chronicisation ou faire partie de la chronicisation. C'est des concepts qui sont pas encore expliqués physiopathologiquement de façon précise, mais qui sont rapportés depuis au moins 1980, début des années 90, alors que j'étais un jeune résident dans le milieu des années 90. Il y avait déjà Dr. Roberge, que aucun d'entre vous ont peut-être connu, qui était très intéressé à la migraine et qui commençait d'ailleurs à rapporter ça, la céphalie rebond, il faut faire attention, les analgésiques, ça nuit plus que ça aide quand on en prend trop. Alors, on voyait questionner les patients là-dessus. Et puis, il y a des pilules qui sont un peu plus, qui rendent cette transformation-là plus à risque que d'autres. Donc, là-dedans, il y a les fameux combos, là, les fiorinales, surtout avec de la codéine ou autres opiacés, qui sont, à mon avis, à proscrire car à très haut risque de surconsommation. On essaie d'enlever ça de notre outillage de traitement aigu et encore plus de traitement préventif. Donc, on a estimé là, que certaines médications peuvent être plus à risque d'engendrer du fameux rebond ou de la surconsommation. Ça, c'est un élément qui est important à adresser, mais on voit que les concepts changent. Dr. Leroux nous en a parlé un peu tantôt avec l'avènement des nouveaux traitements GEPAN. Mais il y a des études qui datent de quelques années, des études scandinaves qui voyaient, en fait, ont suivi des patients avec des maux de tête chroniques, dont de la céphalie de surconsommation médicamenteuse, faisaient des téléphones, disaient arrêtez vos Tylenol ou autres complètement du jour au lendemain. Et au bout de 3-4 semaines, faisaient un suivi téléphonique. Il y en avait un pourcentage vraiment significatif de patients qui voyaient leur tableau de chronicité redevenir en épisodique, juste à arrêter les pilules. Donc, ça peut faire partie de
de la stratégie. Et la clé, on essaie de dire aux patients, essayez de prendre 2 jours par semaine ou moins de tout analgésique. Mais comme le disait Dr. Leroux tantôt, ces concepts-là changent et bientôt, avec nos nouveaux médicaments, on va voir ce qui va se passer. On est vraiment dans une ère très stimulante. Moi, j'ai connu l'avènement des triptans dans les années 90 et c'était vraiment hop la vie. Et là, on a cette espèce de renouveau d'hop la vie, encore une fois, qui revient. Un petit mot sur la céphalie médicamenteuse. Donc, il faut adresser, je crois, avant de penser à la médication prophylactique comme telle. Donc, l'éducation, super important, hein, comme disait notre trop de pilules, ça nuit plus que ça aide. Ah, les gens ne savent pas, hein, il faut leur dire, il ne faut pas les considérer non plus comme des junkies. Ils prennent ça parce qu'ils ont mal, pas parce qu'ils veulent avoir un voyage astral avec l'acétaminophène. Je ne crois pas que ça a été décrit dans la littérature. Et là, il y a toutes sortes de stratégies. Est-ce qu'on arrête les pilules? Est-ce qu'on donne un préventif? Est-ce qu'on fait un traitement de transition? Ça dépend du patient qui est devant nous. Ça dépend de la sorte d'analgésique qu'il prend. C'est plus facile de renverser une céphalie médicamenteuse à l'acétaminophène ou au triptan qu'avec du fiorinal C1/2, 3 capsules par jour. Mais je ne rentre pas dans les détails de ça. Donc, ça existe. Et c'est patient dépendant, je vous dirais. Alors, dans le traitement de la migraine, en général, 2 stratégies. Le pompier, mais on peut avoir aussi affaire au vrai pompier. Et le traitement préventif, c'est le service de prévention des incendies, et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Pourquoi prévenir? Parce que on veut que les gens aient moins mal souvent, leur migraine soit moins intense, dure moins longtemps, on veut améliorer leur fonctionnement et leur qualité de vie. Et ce qui a été démontré aussi, c'est que lorsqu'on commence à avoir une fréquence qui s'aggrave, le fait d'introduire une prophylaxie assez tôt peut empêcher la chronicisation qui est en attente ou en devenir à haut risque. Donc, des vieilles études de 2007, mais qui sont encore d'actualité. Une estimation de gens qui pourraient bénéficier de prophylactiques, donc 40% de tous les patients migraineux, mais seulement 13% d'entre eux recevraient un prophylactique. Alors, ça fait beaucoup de monde qui ont mal à la tête sur la scène et même au balcon. Donc, il y a des approches non pharmacologiques qu'il faut certainement considérer. Récemment, il y a un article dans Cleveland Clinic Journal of Medicine qui a sorti l'acronyme SEEDS, qui a été traduit en français par CAS. Alors, on n'est pas contre la vertu. Et c'est des choses qu'il faut absolument considérer dans l'ensemble du traitement. Donc, le calendrier des migraines, évidemment, les lettres ont été inversées, là, mais le sommeil, l'exercice, l'alimentation, tenir le calendrier des maux de tête, gérer le stress, ce sont des incontournables, surtout en migraine chronique, qu'il faut adresser en plus des pilules. Donc, les pilules, ça ne réglera pas l'ensemble de l'œuvre de façon magique. Les techniques de relaxation, on a parlé du cou un peu tout à l'heure, on peut l'essayer, c'est peu risqué. L'acupuncture, il y a la neurostimulation aussi qui peut être installée. Il y a une petite faute de frappe ici, là, céphalie, c'est un F et non pas un PH. Mais comme le disait le Dr. Leroux, c'est dispendieux, c'est pas encore très accessible. Moi, j'ai une patiente qui récemment avait les moyens, elle s'est procuré ça, elle travaille, elle met son petit truc neurostimulateur au fond. Ça l'a amélioré. Pas significativement, mais quand même. Alors, qui et quand? Alors ça, c'est une question qui a toujours été difficile à répondre depuis nos nombreuses années de pratique. Quand est-ce qu'on commence ça, docteur, un préventif? Ça dépend de l'intensité des maux de tête, ça dépend de la fréquence aussi. Oui, mais quelle fréquence? Combien de jours? À partir de combien de jours je donne ça? J'ai bien aimé l'énoncé de la Société américaine de céphalie qui est sorti il y a moins de 2 ans dans Headache. Donc, c'est un bon guide, je crois, à quel moment on devrait offrir ou plutôt considérer, qui est l'utilisation de préventif. Donc, ça va avec la fréquence et ça va avec le degré d'invalidité associé aux crises. Donc, si vous avez 6 crises par mois et plus, même si elles sont peu invalidantes, ça peut être considéré parce que ça se peut que votre patient, dans quelques mois, il passe de 6 à 7, à 8, à 10, à 12, qu'il arrive un événement de la vie, il va se chroniciser. Ça va être plus dur à traiter que si vous le traitez en épisodique fréquent, par exemple.
Par contre, il pourrait y avoir 3 migraines qui couchent au lit pendant 2 jours avec des vomissements profus, vomi sa médication non fonctionnelle. Je pense que là, la prophylaxie devrait être considérée, ou plutôt offerte, évidemment. Mais bon, quelqu'un qui a 3 migraines par mois, dont le traitement aigu fonctionne, dans 2-3 heures, est capable de retourner à son travail ou avec ses 3 doses de zolmitriptan par mois, ça peut aller. On n'est pas obligé de donner un prophylaxique à ces patients-là. Alors, combien de temps on donne ça? Ça non plus, il n'y a pas vraiment d'études qui ont démontré que au bout de 6 mois, on compare avec ceux qui ont pris 12 mois. Non, ça n'existe pas. Donc, on a eu plusieurs patients qui, après 6 mois, ça évolue bien, mais ils ont des effets secondaires avec leur préventif. Je peux arrêter ça, docteur. Bon, on va essayer de l'arrêter. Et là, on serve la médication et ça continue à bien aller. Mais il faut quand même continuer à les suivre. Et il y en a d'autres que lorsqu'on arrête la prophylaxie, les migraines vont revenir. Donc, il faut reprendre à ce moment-là. Sont sevrés après 6-12 mois, on ne sait trop. Calendrier ici, essentiel. Donc, moi, tous les patients que je vois dans mon bureau, vous avez un téléphone intelligent? C'est une question qu'on ne pose plus maintenant. Tout le monde en a un. Donc, oui. Alors, allez sur le Apple Store ou Google Play, rentrez calendrier des migraines. Et là, je leur montre le petit cône. Alors, vous téléchargez ça, vous mettez ça dans votre téléphone, vous utilisez ça pour le suivi de vos crises de migraine. C'est un incontournable. C'est comme s'en aller après ça dans le noir. On sait où est-ce qu'on s'en va avec ça. Le patient, 3 mois plus tard, il ne se rappelle pas s'il y a 3 mois. J'ai eu avoir 6 crises, 5. 6 ou 6. Non, là, on était à... Alors ça, c'est vraiment un outil incontournable. Et il faut dire aux patients aussi, quand on introduit la prophylaxie, le but, c'est d'améliorer d'au moins 50% la fréquence des crises. Donc, vous avez 20 jours par mois, mais si vous aviez 10, seriez-vous heureux? Oui. En plus, il risque d'être moins intense et de durée moindre aussi. Mais comme vous allez voir plus tard, on a encore des résultats encore plus intéressants. Bon, quel élément utiliser en première intention? Quel médicament, pardon? Alors, là, il y a plusieurs éléments à considérer. Les données probantes, ça, on pourra en reparler longtemps parce que les médicaments en première intention, les données probantes en prévention de migraine, c'est pas fort. Ou c'est des vieilles études où tout était mélangé. Les comorbidités, ça peut être intéressant. Les contre-indications, bien sûr. Le profil d'effet indésirable et les préférences du patient, une fois qu'on leur a expliqué la situation. Alors ici, on a une petite question Slido avant d'aller plus profondément dans le vif du sujet. Quel traitement préventif n'est pas recommandé contre la migraine épisodique? A, l'amitriptyline. B, le topiramate. C, la toxine botulinique de type A. Ou D, la venlafaxine. Madame Silido est prête? Ça roule. Je vais prendre une petite gorgée. Je vais faire comme docteur. 5, 4. Est-ce que ça. Non, pas tout de suite le rebours. OK. On a une petite twist ici, sémantique encore. Est-ce que je répète la question? Voilà. Alors, c'est l'heure de voter. Le sondage est actif. On laisse. 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Quelles sont les réponses? Oh là là, c'est bien. Alors oui, la réponse est C. La toxine botulinique n'est pas recommandée en migraine épisodique. Elle l'est en migraine chronique, par contre. Voilà. Donc, lesquels utiliser première ligne, deuxième ligne? Alors, on se fie souvent aux sociétés savantes et la Société canadienne des céphalées a émis des lignes directrices là-dessus, mais qui datent de 2012. Donc, ça fait quand même quelques années. Moi, ma fille a mon Tiguan 2011 et puis quand j'embarque dedans, ça paraît. Donc, on attend quand même une mise à jour pour 2023.
Mais bon, ce qui ressortait, c'est que en première ligne de migraine, ici, c'est une migraine épisodique fréquente, chronique, c'est pas tout à fait caractérisé. Ça l'était pas à l'époque, en tout cas. Donc, on suggère encore les antidépresseurs tricycliques ou les bêta-bloquants en première ligne. J'ai mis en bleu les fréquemment utilisés. En deuxième ligne, le topiramate, le candesartan, que j'ai utilisé quand même assez fréquemment, un peu moins peut-être récemment, mais une étude qui démontrait que c'était aussi efficace que le propranolol, mais avec beaucoup moins d'effets secondaires. Bon, il y en a des mauves, le gabapentin, je suis pas un grand fan, l'isinopril, une autre petite étude qui était sortie dans le début des années 2000, mais j'ai pas vraiment utilisé ça. Magnésium, vitamine B2. Alors ça peut être intéressant à utiliser pour des patients qui sont un peu rébarbatifs aux pilules, on en voit encore. Ça peut être une option avec des attentes quand même réservées, mais moi, j'ai eu des patients avec des super résultats, comme ceux qui sont allés en ostéopathie pour leur cou. Mais parfait. L'important, c'est que le patient ait mieux. Hein? Troisième ligne, là, ça, c'est des trucs qu'on utilise à peu près plus. Flunarizine, qui est le sibélium, un bloquant calcique qui donnait de la dépression et prise de poids, etc. Valproate, non plus un très grand fan. C'est la grande majorité de nos patients migraineux qu'on voit, c'est des femmes encore dans l'âge de procréer. Donc, le valproate, c'est pas trop sexy à utiliser. Et il y en a d'autres qui n'étaient pas listés à l'époque, le pizotifène, sandomigrant, qui c'est pas notre premier choix maintenant. La tisanidine, médicament qu'on utilise dans la spasticité. Il y avait une étude justement en migraine chronique, céphalée rebond, qui pouvait amener des améliorations. J'ai une patiente à qui j'avais essayé ça en dernier recours il y a plusieurs années. Ça n'a pas tellement marché. Le Botox en chronique, la neuromodulation, les anticorps monoclonaux qui sont maintenant disponibles et les GEPAN. Donc, on a bien hâte d'avoir cette mise à jour. Et un peu plus récemment, le groupe de Dr. Becker en Alberta, à Calgary, avait émis aussi des lignes directrices dans le journal Le médecin de famille canadien. Grosso modo, la même chose, avec quand même un tableau qui spécifiait les doses de départ, la titration, les doses cibles et quelques notes. Je mets en évidence ici le topiramate qui pourrait être à considérer en première ligne en cas d'obésité. Mon expérience personnelle avec le topiramate, et ça se confirme un peu avec les études. Je vais vous montrer un petit tableau tout à l'heure. Quand c'est bien toléré, ça peut être extraordinairement efficace, mais le number needed to harm est malheureusement défavorable. Et puis, et pour d'autres raisons financières, on est obligé de l'utiliser avant de passer au traitement un peu plus moderne. Donc, choix selon la comorbidité. Donc, vous avez un patient asthmatique, bien évidemment, on va éviter les bêta-bloquants. Haute pression, on va peut-être favoriser un candesartan ou un bêta-bloquant s'il n'y a pas de contre-indication. Épilepsie, on va aller vers les anticonvulsivants. Insomnie, comorbidité psychiatrique, les ISRS, pas les ISRS, pardon, mais oui, en fait, les ISRS ou les tricycliques peuvent être un choix intéressant. Rénaux, obésité, etc. Donc, ça peut faire partie de notre schème de pensée pour suggérer au patient le médicament qui serait possiblement le mieux adapté à sa situation. Un petit mot sur les opiacés en prévention de la migraine. C'est non. Souvent, j'ai un petit gif avec des vieux films de vampires. Là, le vampire arrive, puis là, le prêtre met un crucifix comme ça, puis il retourne. Ça pourrait s'appliquer. Alors non, on oublie ça. Le problème avec les vieux antimigraineux préventifs, c'est celui-ci. Donc, l'adhérence ou l'observance ou la compliance, on sait tout ce que ça veut dire. C'est pas fort. C'est-à-dire que au bout de 6 mois et 12 mois, donc ça, c'est le groupe de Dave Dodick avec d'autres collaborateurs qui ont regardé le nombre de patients encore sous médication après 6 mois en gris et 12 mois en rouge. Pour la classe des antidépresseurs, les antihypertenseurs, probablement les bêta-bloqueurs là-dedans, et les anticonvulsivants. Et c'est tout en dessous de 25 %, c'est du 15 à 20. Donc, et la grande majorité des gens ne prenaient plus leurs médicaments à cause des effets secondaires.
Donc, il y a des besoins non comblés. Alors, question quiz ici, qui n'est pas Slido. Dans toutes ces belles pilules qui sont des antimigraineux préventifs, quel est nommez-moi un autre dénominateur commun? Aucun de ces médicaments n'a été développé contre la migraine. Tout a été découvert un peu par hasard. Ah, je fais de l'angine, je prends du propranolol et j'ai plus mal à la tête depuis que je prends ça. Ah, j'étais déprimé, j'étais sous amitriptyline et je n'ai plus mal à la tête. La toxine botulinique, c'est un peu la même chose aussi. Alors, c'est pas des médicaments antimigraineux. Oui, ça joue dans la neurochimie de la migraine, mais sans trop savoir pourquoi. Et c'est des molécules souvent, on va dire, sales ou plutôt qui agissent sur un paquet de neurotransmetteurs. Bon, ça peut fonctionner, mais vous savez que plus une drogue est précise ou est spécifique, ben habituellement, plus le taux d'effet secondaire est bas. Donc, on sépare de plus en plus migraine épisodique de migraine chronique, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en migraine chronique, ben, il y a 3 médicaments qui sont indiqués ou approuvés, donc supportés par des études avec de la médecine factuelle, du evidence-based. Donc, il y a le topiramate, la toxine botulinique de type A et les anticorps monoclonaux dirigés vers le CGRP. Donc, tous les autres qui sont dans les tableaux, il n'y a sûrement pas le substratum factuel pour supporter leur utilisation, mais on nous oblige à les utiliser avant ces pilules-là pour des raisons de coût. C'est un peu paradoxal parce qu'on a on se fait dire qu'il faut utiliser la médecine factuelle. On veut utiliser la médecine factuelle, mais là, les assureurs, dont la RAMQ, nous disent « Oui, mais vous n'avez pas essayé tel médicament. » Oui, mais ce médicament-là, j'ai pas de médecine factuelle véritablement solide pour l'utiliser. Alors, on est pris un peu dans ce pétrin malheureux qui limite l'accès, malheureusement. Il faut, comme je disais à Dr. Rivet en route tout à l'heure, il faut quasiment rendre nos patients malades avec du topiramate encore plus avant de leur donner un anti-CGRP, par exemple. Alors, je vous dis un petit mot sur la toxine botulinique en migraine chronique. Comment ça, la toxine botulinique en migraine chronique? Alors moi, je l'utilise depuis début des années 2000. Je suis un injecteur de dystonie et de spasticité, mais comme j'étais l'injecteur de toxines de Chaudière-Appalaches, là, les gens m'envoyaient de la migraine. Hey, tu injectes du Botox? Oui. Alors, on va essayer ça. Et là, je discutais avec les collègues de Montréal, le groupe de Dr. Aubé, Dieu est son nom, de McGill. Il y avait Dr. Meloche, mais je crois qu'il était décédé. Puis là, on établit un protocole. On injectait, puis les gens y croyaient, d'autres gens y croyaient pas. Moi, j'étais capable d'identifier des patients qui avaient répondu de façon extraordinaire, mais je ne pouvais pas les prédire d'avant qui va répondre. Est-ce que c'est ceux qui ont plus mal dans le cou? On se demandait ça. Pourquoi ça agit? Donc, ça, c'est en relaxant les muscles. Hein. La toxine, c'est un relaxant musculaire, mais finalement, on s'est rendu compte, bon, il y a eu des études négatives et finalement, l'étude Preempt est sortie pour montrer qu'en migraine chronique, c'était plus efficace que le placebo. Et on croyait encore à cette époque-là que c'était en relâchant la musculature péricrânienne ou les trapèzes, on devait envoyer un autre signal au cerveau pour le tromper un peu et il y avait une espèce de modulation qui se faisait, puis les migraines diminuaient. Mais finalement, c'est pas sur l'action intramusculaire que la toxine agit. Donc, on pense que ce serait plutôt la toxine serait captée par les petites terminaisons nerveuses et bloquerait l'influx nociceptif vers le système nerveux central et par ce faisant, pourrait alors moduler la réponse au niveau du système nerveux central, justement, changer la sensibilisation, etc. C'est quand même intéressant. Et ça aussi, hein, c'est des dames et des hommes aussi, qui allaient pour faire traiter leur ride en Californie du Sud, probablement, et revenaient au bout de 3 mois et disaient « J'ai plus mal à la tête, docteur, depuis que j'ai plus de rides dans le front. » Alors, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs patients comme ça et c'est ainsi qu'on a, chemin faisant, découvert que la toxine pouvait être utile. Et les succès attendus, sont quand même intéressants. Donc, en gros, 50% de diminution de fréquence chez la moitié des patients injectés. C'est des patients qu'on doit bien sélectionner dans des chroniques, donc plus de 15 jours, dont 8 jours de migraine par mois. C'est ce qui est accepté maintenant, mais encore en 2e et 3e ligne. Et il y a même un plus faible pourcentage de patients, donc 20-25, c'est pas rien, mais qui ont une diminution de 75%.
Moi, j'ai des patients que j'injecte depuis au moins 15 ans là, qui auraient fait des publicités extraordinaires, mais alors quand ça marche très bien avec une tolérabilité, ma foi, dure à battre. Et ça se maintient dans le temps. Alors, on s'en va vers le CGRP, le nouveau joueur, un peu moins nouveau, mais disons que dans les 5 dernières années, on a fait des progrès énormes et c'est très stimulant. Donc, Dr. Leroux nous en a parlé un peu. Donc, c'est une molécule qui a été identifiée dans la physiopathologie de la migraine depuis milieu des années 80, un peu plus dans les années 90. Et là, on a développé, l'industrie pharmaceutique a développé des médicaments pour cibler cette molécule-là. Donc, c'est impliqué dans la transmission de la douleur. Hein. Vous savez que en périphérie du cerveau, là, dans les méninges, les vaisseaux, les vasa nervorum, les nerfs des méninges qui ramènent l'information via le trijumeau. Dans une crise de migraine, il y a un minestrone ou une poutine, dépendant de la région où vous habitez, de peptides inflammatoires, dont le CGRP est un joueur de premier trio. Alors, on s'est aperçu qu'en bloquant ce CGRP-là, on réduisait la crise. Donc, on est capable aussi de mesurer le CGRP dans le sang. Donc, durant une crise migraineuse, il y a une élévation du CGRP dans le sang. Et si vous traitez votre crise avec un triptan et vous remesurez le CGRP quelques temps après, le niveau a diminué. Si vous injectez du CGRP dans une jugulaire de migraineux, il déclenche une migraine, une grande majorité de patients. Et moi, qui ne suis pas migraineux, si vous m'injectez le CGRP, je ne développerai probablement pas de migraine. Donc, c'est vraiment un acteur de premier plan et il y a aussi un effet sur la dilatation artérielle. Donc, il y a eu des préoccupations qui ont été émises dans l'effet protecteur de la vasodilatation en cas d'une ischémie myocardique, par exemple, mais à l'utilisation, il ne semble pas que ce soit sans problématique. Alors voilà. Donc, on a 2 cibles thérapeutiques qui sont dirigées vers, qui impliquent le CGRP. On a les anticorps monoclonaux. Donc, ce sont de grosses molécules qui ne traversent pas la barrière. Donc, ça agit surtout en périphérie. Et ça peut être dirigé soit vers le récepteur. Il y a un des médicaments qui est dirigé sur le récepteur lui-même et les 3 autres sur le marché sont dirigés vers le CGRP lui-même, le ligand. Et pas d'interaction connue, donc c'est éliminé dans le système réticulo-endothélial des cellules, donc ça n'agit pas sur le foie, les reins, il n'y a pas d'interaction connue. Ça a une demi-vie d'environ 28 jours. Donc, la grande majorité des patients utilisent leur injecteur, ce sont des injections. Alors, ce sont les 4 qui sont disponibles au Canada. Donc, en ordre d'apparition sur le marché, Erenumab, Galcanezumab, Fremanezumab et Eptinezumab. Ce dernier s'administre par voie intraveineuse aux 3 mois, mais les autres, ce sont des voies d'administration sous-cutanées, au mois en général. Le Fremanezumab, il y a une option de donner le triple de la dose aux 3 mois. Et leur indication, c'est plus qu'au moins 4 épisodes de migraine par mois. C'est ce qui a été approuvé par Santé Canada. Mais en pratique, on les utilise surtout pour les plus que 8 crises par mois. Dans notre pratique quotidienne, je vous dirais. Donc, les chiffres, on a eu une diapo un peu à cet effet-là tout à l'heure. Alors, les 4 sont relativement similaires en termes d'efficacité. Il n'y a aucune étude qui les a comparés nez à nez, qui est ma traduction de head-to-head qu'on entend tout le temps. C'est joli, nez à nez. Mais donc, dans la vraie vie, c'est très favorable jusqu'à maintenant, tolérabilité qui est généralement très bonne. Et donc, l'efficacité, au moins 50% qui voit la fréquence des migraines diminuer de au moins 50%. Il y a un 30% de patients qu'on appelle des super répondeurs, plus que 75% de diminution. Il y en a même qui ont un 100% de diminution des crises, ce qui est assez extraordinaire, en migraine épisodique fréquente. Et en chronique, les chiffres se ressemblent, un peu moins, les pourcentages un peu moins élevés, mais on a quand même un 20% de super répondeurs. C'est toujours cute de constater qu'il y a 10% de super répondeurs pour le placebo en migraine chronique, mais comme je disais aux patients, maudit cerveau, c'est bien compliqué. Est-ce que c'est bien toléré? Oui. Maintenant, ce n'est pas sans effet indésirable. Ce qu'on nous disait dans les études pivot des anti-CGRP,
on a de la constipation à 2 à 3 parfait, puis des réactions au site d'injection. Mais à l'usage, on s'est rendu compte que les pourcentages de constipation étaient passablement plus élevés, jusqu'à 25 qui pouvaient même aller jusqu'à l'arrêt du médicament et le remplacer par un autre. Il est arrivé toutes sortes de choses. Un patient nous arrivait avec « j'ai perdu des cheveux, j'ai de l'angioédème ». Alors, il est arrivé, on était en expérimentation. Et donc, c'est des choses qui arrivent quand même pas si souvent, mais dont on doit se méfier. Puis quand les patients nous rapportent ça, il faut avoir l'esprit ouvert puis penser que ça puisse être dû aux médicaments parce que le CGRP, il y en a pas juste dans le cerveau. Il y en a dans le côlon, il y en a à d'autres endroits de la peau. C'est sûr que je crois que si on faisait un TEP scan avec du CGRP marqué, ça allumerait beaucoup dans le cerveau, peut-être un peu moins ailleurs. Mais le cerveau n'est pas le seul endroit où la médication est, ou plutôt le peptide est situé. Tolérabilité quand même meilleure que les oraux classiques. C'est une étude qui a comparé le topiramate. On sait que c'est pas le champion du non-effet secondaire. Plutôt, c'est le cancre des effets secondaires. Mais efficacité quand même, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand les patients qui tolèrent bien ça peut changer leur vie. Donc, si on regarde le number needed to treat, c'est à peu près similaire, mais quand on regarde le number needed to harm, alors c'est 9 pour le topiramate et 130 pour les anticorps. Il faut en donner avant d'avoir un patient qui nous rapporte des effets indésirables. Donc, le ratio nuisible versus amélioration, c'est 24 pour 1 versus 1,8 pour 1. Donc, on n'est pas du tout dans la même ligue. Bon, ça, faut en parler parce que c'est un irritant majeur. C'est des médicaments, alors là, le débat peut prendre un côté ou l'autre. Oui, les médicaments sont dispendieux. C'est autour de 7 000 $ par année. Ça a été longtemps un patient d'exception pour les RAMQ et c'était remboursé pour les compagnies d'assurance par leurs propres critères, qui n'avaient pas toujours de la science en arrière. Le frémanézumab a eu un avis de médicament d'exception, ce qui sauve un peu de paperasse l'année dernière, et le galcanezumab a suivi cette année. Mais on voit là, donc c'est indiqué au moins 4 jours par mois, mais on ne dit pas chronique, épisodique, c'est migraine. Déjà là, il y a un petit bémol. Et en cas d'intolérance, de contre-indication ou d'inefficacité, à au moins 3 médicaments prophylactiques appropriés, parmi lesquels au moins un antidépresseur tricyclique, un anticonvulsivant et un antihypertenseur. Et moi, j'ajoute toujours lesquels n'ont pas vraiment de evidence-based en migraine chronique, en tout cas pas qui m'a convaincu dans le passé. Mais on n'a pas le choix. C'est de la paperasse au cube, des renouvellements. Si vous n'avez pas d'infirmière clinicienne ou de secrétaire ou quelqu'un qui s'occupe de ça, c'est franchement dissuasif. Mais ce qui nous rassure, c'est que les patients vont tellement bien, ça change leur vie complètement. Alors, on passe par-dessus ces irritants qui sont quand même majeurs. Et les compagnies peuvent offrir des programmes d'aide aussi, donc ça pourrait aider. Alors, on termine avec les GEPAN, qui sont la deuxième classe de médicaments qui ciblent le CGRP. Donc, on a vu la chronologie de l'arrivée de ces médicaments-là. Il y a eu le Olcegpan. Je me rappelle l'étude dans le New England Journal en 2004. C'est une formulation intraveineuse. Ça n'a pas trop brisé la baraque. Puis, il y a eu le Telcagépan qui a été développé en 2007, formulation Peros. C'était les chiffres qu'on voit peut-être un peu aujourd'hui, mais la compagnie a essayé en prophylaxie. Il y a eu des cas d'hépatite et ça a été retiré du marché, donc discontinué. Et tout récemment, sont apparues la seconde génération des petites molécules. On en a parlé un peu tout à l'heure. Ce qui sont disponibles au Canada maintenant, c'est le Ubrogépan en traitement aigu et le Latogépan en traitement préventif. Alors ça, c'est Latogépan dans les pharmacies qui vient d'arriver. Pour le remboursement, probablement que certaines compagnies d'assurance vont commencer à le rembourser. Ubrogépan devrait arriver sous peu. Le Rimégépan n'est pas encore disponible au Canada, ni le Zavégépan, qui est l'intranasal, dont on a parlé un peu tout à l'heure. Alors, c'est jusqu'à maintenant donné, je ne peux pas vous en parler, on ne l'a pas utilisé ici, mais on se fie aux études et à ce que nos collègues américains nous racontent dans les petits symposiums. Donc, ça vient de sortir, 2023. C'est une étude qui a regardé
l'efficacité et surtout la sécurité. C'était l'issue primaire. Donc, sur l'atogépan, je vais passer là-dessus parce que c'était le traitement en aigu. Donc, l'étude Advance, c'était des migraines épisodiques, donc moins de 15 jours par mois. La première portion de l'étude qui était sur 12 semaines utilisait 3 doses. Et puis, tout récemment est sorti, en fait, il y avait dans cette étude-là, il y avait des patients de la première étude, mais il y avait une majorité de patients qui étaient des nouveaux patients qui n'avaient pas été exposés. Donc, on avait quand même pas mal de monde, là, 546 patients qui avaient la dose de 60 mg versus 198 qui étaient au traitement standard, donc des préventifs classiques par la bouche. Et puis, efficacité, bon, on va commencer par la tolérabilité puisque c'était l'issue primaire de l'étude. Constipation 4,8 nausée 3 fatigue 2,2 et pas d'élévation des ALT. Donc, le groupe a été très méticuleux là-dessus. On ne voulait pas répéter l'expérience du telcagépan et il n'y a rien qui est sorti jusqu'à maintenant. Et l'efficacité, par contre, c'est très impressionnant. Donc, ici, vous avez le nombre de patients avec plus de 50 de réduction de leur crise, 75 et plus de 100 de réduction de leur crise. Et les couleurs, c'est selon le temps. Donc, si on regarde la dernière colonne en vert aquamarine, au bout d'un an, il y a 48,4 des patients qui avaient une réponse de 100 Donc, il n'y avait plus de migraine du tout. C'est des 4 à 14. Donc, il y avait quand même des épisodiques fréquents, pas des chroniques. Mais c'est des chiffres quand même impressionnants avec une bonne tolérabilité. Donc, on finit avec deux petites questions avant l'algorithme. Il ne faut pas que je m'éloigne trop du micro. Lequel des énoncés suivants sur le traitement de la migraine est faux? Le calendrier est essentiel pour suivre adéquatement la réponse au traitement préventif. Une prophylaxie est indiquée uniquement chez les patients ayant des migraines chroniques. Certains produits naturels peuvent être tentés comme traitement préventif. Les anticorps monoclonaux dirigés contre le CGRP sont administrés par voie parentérale, lequel est faux. Madame Slido. C'est la dernière, celle-là. Il n'y avait pas une diapo avant? Sinon, on peut répondre à celle-là. Je peux vous le dire, c'est que, évidemment, B, la prophylaxie, c'est pas seulement pour les migraineux chroniques. Il faut certainement y penser chez les migraineux épisodiques, basse fréquence avec des crises très intenses ou haute fréquence avec des crises moyennement intenses. Ici, lequel encore est faux? L'amitriptyline et les bêta-bloquantes demeurent de première intention pour le traitement préventif des migraines. Le topiramate peut être utilisé en première intention chez les patients avec surplus pondéral. C, les gépants ne pourront être utilisés qu'en traitement aigu. Et D, une référence en neurologie peut être considérée après l'échec à 2 traitements prophylactiques. Oui, c'était c'est exact. 5, 4, 3, 2, 1. C'est facile. Oui, bien sûr. Bon, on résume. Donc, vous avez quelqu'un migraineux fréquent, épisodique fréquent ou chronique. Alors, on songe à une prophylaxie, bien sûr. Là, j'ai mis mes 2 petits éléments favorisants ou le coût, regardez ça un peu. Les médicaments sur consommation ou pas, je pense que ça doit être adressé. Et puis, ensuite, si on décide de donner un médicament, on peut aller vers la portion non pharmacologique avec des résultats quand même qui peuvent être impressionnants des fois, mais on est dans la Ligue américaine comparativement au côté ici. Donc, la vitamine B2, le coenzyme Q10, la neuromodulation, etc. Et si on échec, là, on va aller vers notre prophylaxie. Première ligne, tricyclique, bêta-bloquant. Probablement mieux dans les migraines épisodiques fréquents que dans les chroniques. Là, j'ai mis candesartan ici à côté parce que si votre patient est asthmatique ou une pression qui n'est pas trop basse, mais ça peut être utilisable. Le topiramate, obésité, etc., mais avec les réserves. Et sinon, on va dans les nouveaux agents qui sont les anticorps monoclonaux, la toxine botulinique, l'atogépan. J'ai mis la lamotrigine ici parce qu'elle est dans
dans les recommandations américaines, elle est vraiment en deuxième ligne. Et certains d'entre nous, peut-être, ont tendance à l'utiliser avec des migraines avec aura, antiépileptique, tout ça, mais dans les recommandations canadiennes, elle ne fait pas partie, peut-être qu'elle dans le vieux tableau. Ouais. En fait, il y a des études négatives. Exact. Et donc, on dit ça. Sauf que les patients qui ont aura à répétition des éléments vestibulaires importants. Alors, pour l'audience en ligne, Dr. Leroux ajoutait que certaines études négatives à la motrigine ont fait que ça n'a pas été dans les recommandations, mais on peut l'utiliser surtout chez les migraineux avec aura ou des auras prolongées ou très fréquents. Alors, c'est ici que se termine. Et ça, toujours. Alors, je fais une génuflexion encore devant Elisabeth Leroux, Heather, le site Migraine Québec pour les patients et pour vous. Pour vous. Non, je ne suis pas preacher du tout. Mais il y a des ressources extraordinaires là-dedans. Les fichiers téléchargeables, ça peut être pour, quand je donne des conférences aux amis praticiens, genre, allez là, c'est rempli d'informations extraordinaires. Et le bon vieux Mastermind aussi qu'on recommande pour se garder à jour. Ce docteur Rivet aussi va nous en parler.